Tes mains sont déjà dans l'argile. Elle est fraîche, un peu grasse, d'un gris brun qui sent la rivière et la pierre humide, et tu la travailles entre tes paumes avant même d'avoir pensé à ce que tu vas en faire. C'est l'aube. La lumière entre de biais par les ouvertures de l'atelier, posée en longues bandes pâles sur le sol de terre battue, et dans cette lumière flotte la poussière fine de l'argile séchée, des milliers de grains suspendus qui montent et descendent au gré de ton souffle. Tu es assis sur un banc de bois usé par les années, devant une grande table, et sur cette table il y a une tête. Une tête d'homme, grandeur nature, modelée dans la glaise, encore tendre, encore sans regard. C'est toi qui dois lui donner un visage. Il faut que tu comprennes où tu te trouves. Tu es dans la plaine de la rivière Wei, un large pays de leux et de champs, quelque part dans le nord de la Chine, à proximité de la capitale d'un empire tout neuf. Au loin, vers le sud, des montagnes bleues ferment l'horizon. Plus près, des fosses immenses ont été creusées dans la terre jaune, recouvertes de charpentes, et c'est là que dort, rang après rang, l'armée que tu contribues à bâtir. Une armée qui ne marchera jamais. Une armée d'argile. Au-dessus de tout cela règne un nom que l'on prononce avec prudence, presque à voix basse. Qin Shi Huang, le premier empereur. L'homme qui, vers l'an 221 avant notre ère, a réuni sous un seul sceptre les anciens royaumes qui se déchiraient depuis des générations, et qui a déclaré qu'à partir de lui commençait une lignée appelée à durer 10 000 générations. Le nom même qu'il s'est choisi le dit, Shi Huangdi, le premier auguste souverain. Avant lui, il y avait des rois. Avec lui commence l'idée d'empereur. Mais ce matin, l'empire te semble loin. Ce matin, il n'y a que toi, le banc, la table, et cette tête sans regard qui attend. Tu prends un peu d'eau dans un bol de terre cuite posé à ta droite, tu en humectes le bout de tes doigts, et tu reviens à la glaise. Tu lises d'abord le front, large, légèrement bombé. Tu suis du pouce l'arête du nez, tu creuses les orbites avec une délicatesse de potier, tu marques les pommettes. Le visage commence à exister sous tes mains, et tu te surprends, comme chaque fois, à te demander qui il sera. Car ici, dans cet atelier, aucun visage ne ressemble vraiment à un autre. C'est la règle, et c'est l'étrangeté de notre travail. Le contremaître passe derrière toi sans s'arrêter. Tu perçois l'ombre qui glisse sur ta nuque, tu entends le frottement de ses sandales sur la terre battue, puis il s'éloigne vers les autres bancs où d'autres mains comme les tiennes modèlent d'autres soldats. L'atelier est vaste. Des dizaines d'artisans y travaillent dans une rumeur basse, faite de raclements d'outils, de bols qu'on repose, de respiration, d'un mot échangé de loin en loin. Personne ne parle fort. Le travail demande du silence, et le silence, peu à peu, te gagne aussi. Tu prends une petite spatule de bambou. Avec elle, tu dessines les sourcils, 2 courbes nettes, puis tu ouvres la bouche d'un trait, ni sourire ni colère, juste l'apaisement grave d'un homme au repos. Tu travailles la moustache. Beaucoup de ces soldats en portent une, fine, tombante, soignée. Tu la sépares en mèches avec la pointe de ton outil, mèche après mèche, et c'est un geste si répétitif, si régulier, qu'il finit par ressembler à une forme de rêverie les yeux ouverts. On t'a appris, quand tu étais plus jeune, que ce travail venait de très loin. Que jadis, dans les royaumes anciens, lorsqu'un grand seigneur mourait, on enterrait parfois avec lui des serviteurs vivants, pour qu'ils continuent de le servir dans l'autre monde. Une coutume terrible, dont le souvenir te fait encore frissonner quand on l'évoque le soir. Puis, avec le temps, les esprits se sont adoucis. On a remplacé les vivants par des figurines, d'abord petites, modestes, à peine plus grandes qu'une main. Et voici que sous le premier empereur, cette idée a enflé jusqu'à la démesure, non plus des figurines, mais des hommes entiers, à ta taille, à ta ressemblance, par milliers. Toute une armée façonnée pour que jamais le souverain ne reste seul, et jamais sans protection, de l'autre côté de la mort. Tu reposes ta spatule. Tu regardes ton soldat. Il a maintenant un visage. Un visage calme, large, un peu lourd, avec ce regard qui semble fixer un point très loin derrière toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te dis qu'il a l'air d'un homme qui a beaucoup marché. Le soleil monte. La lumière dans l'atelier passe du gris au miel. Tu te lèves pour dénouer tes reins, tu fais quelques pas, et tu vas regarder, comme tu le fais souvent, le travail des autres. Là, un ancien façonne le torse d'un officier, une armure de plaques rectangulaires dont il marque chaque rivet, un par un,
avec une patience d'horloger. Plus loin, une équipe assemble un cheval. Les pattes ont été modelées séparément, puis le corps, puis l'encolure, et l'on ajuste l'ensemble comme monte une charpente. Le cheval est cabré d'attention, les naseaux dilatés, les oreilles dressées, prêt à bondir dans une charge qui n'aura jamais lieu. Tu reviens à ta place. Tu prends une nouvelle motte d'argile. Et tu recommences. Il faut que tu saisisses l'ampleur de ce qui se trame ici. Ce ne sont pas 10 soldats que l'on fabrique, ni 100. Ce sont des milliers. Des fantassins, des archers agenouillés, des arbalétriers debout, des cavaliers tenant leur monture, des conducteurs de chars, des officiers, des généraux reconnaissables à leur haute coiffe et à leur armure ornée. Tout un corps d'armée, organisé, hiérarchisé, déployé en formation de combat dans des fosses si vastes qu'on pourrait y faire manœuvrer une vraie troupe. Et chacun de ces hommes d'argile, jusqu'au plus humble, reçoit son visage. Pas un visage générique répété à l'identique, non, des traits qui paraissent singuliers, des coiffures différentes selon le grade et l'origine, des chignons noués d'un côté ou de l'autre, des barbes, des moustaches, des fronts ridés ou lisses, des bouches graves ou apaisées. À te promener entre les rangs, tu pourrais croire que chacun a réellement existé, qu'ils ont tous un nom et une histoire que tu aurais oubliée. On raconte que pour parvenir à cette variété, les ateliers procèdent un peu comme on prépare un grand repas, avec des éléments préparés à l'avance que l'on combine. Des moules pour les parties communes, les torses, les bras, les jambes, puis un assemblage, et enfin la touche finale, le modelage à la main des visages, des oreilles, des coiffures, des plis. C'est cette dernière étape, la tienne, qui fait que sur des milliers de soldats, aucun ne semble vraiment être le double exact d'un autre. Une armée de copies qui réussit le prodige de n'avoir aucun visage identique. Et il y a la couleur. C'est peut-être ce que tu préfères, même si tu n'y mets jamais la main toi-même. Une fois les statues cuites dans les grands fours, des artisans spécialisés les recouvrent de teintes vives. Tu les as vues fraîchement peintes, et c'est un spectacle qui te coupe le souffle à chaque fois. Des tuniques rouges, vertes, bleues, des pantalons d'un violet profond, des visages couleur de chair, des cheveux et des yeux noirs, des armures sombres rehaussées de lacets éclatants. Quand un rang de soldats sort tout coloré, aligné dans la lumière, on dirait une vraie troupe figée à l'instant d'un défilé. Tu sais déjà, parce que les anciens te l'ont dit, que ces couleurs ne dureront pas comme l'argile. La peinture est plus fragile que la terre cuite. Mais ce matin, dans l'atelier, tu choisis de ne pas y penser, et tu gardes en mémoire seulement l'éclat. Il y a, dans la cour derrière l'atelier, les grands fours où l'on cuit les soldats achevés. Tu aimes y passer, parfois, à la fin du modelage, pour sentir leur chaleur sourde. On y enfourne les statues séchées, et le feu monte des jours durant, régulier, surveillé sans répit par des fournis au visage rougi par les flammes. Il faut que la cuisson soit juste. Trop faible, l'argile reste friable et se fendra avec le temps. Trop forte, elle se déforme ou éclate. C'est un art que tu admires sans le pratiquer, l'art de ceux qui domptent le feu comme toi tu domptes la glaise. Quand un soldat sort du four, il a changé de nature. La terre molle que tu pétrissais le matin est devenue dure comme la pierre, sonore sous l'ongle, capable de traverser les siècles. Tu poses parfois la main sur un soldat tout juste refroidi, et tu éprouves, sous tes doigts, la solidité d'une chose qui ne reviendra plus jamais à la boue. Et puis il y a les armes. Toi, tu ne fais que les hommes. D'autres ateliers, plus loin, fondent le bronze. Car ces soldats ne sont pas désarmés. On leur met entre les mains de vraies armes de métal, des lances, des hallebardes, des épées, des déclencheurs d'arbalètes façonnés avec une précision qui te dépasse. Tu en as tenu, une fois, une pointe de flèche posée dans ta paume, et tu as été frappé par son tranchant, par le poli de sa surface. Ceux qui les fondent racontent qu'ils coulent ces pièces dans des moules si exacts que les flèches d'un même type sont presque interchangeables, comme si une même main les avait toutes faites. Une armée d'argile, certes, mais armée de bronze véritable, prête, dans l'esprit de ceux qui l'ont voulu, à combattre pour de bon dans l'autre monde. Midi passe. On mange un peu, du millet, des galettes, de l'eau. Tu t'assieds dehors, le dos contre le mur tiède de l'atelier, et tu regardes la plaine. Le vent agite les hautes herbes au bord des champs, soulève parfois un voile de poussière jaune qui l'emporte vers l'est. Des ouvriers passent au loin, courbés sous des paniers de terre. Au-dessus de tout,
Le ciel est immense, d'un bleu pâle de fin d'été, traversé par le vol lent d'un rapace qui tourne sans un battement d'ailes. Tu fermes à demi les paupières. La chaleur te pèse sur les épaules comme une main amicale, et pendant un instant, tu ne penses plus à rien. Mais ton regard, sans que tu l'aies décidé, glisse vers l'ouest. Là-bas, à quelque distance, se dresse une colline qui n'est pas une colline. Un grand tertre régulier, planté d'arbres, qui domine la plaine. C'est lui. Le tombeau. La demeure que l'empereur se prépare pour l'éternité. Toi et les milliers de soldats que vous façonnez, vous n'êtes que la garde extérieure, postée à l'écart, le visage tourné vers l'est d'où pourraient venir les ennemis. Le cœur de tout, le centre vers lequel tout converge, c'est ce tertre silencieux, et tu n'y es jamais entré. Personne de l'atelier n'y entre. On en parle peu, et toujours avec une nuance de crainte. Tout te lèves. Tu retournes à ton banc. L'après-midi sera long, et il y a tant de soldats à faire. Le temps, dans un atelier comme celui-ci, ne se compte pas en jours mais en visages. Tu pourrais dire ton âge en nombre de soldats. Tu as commencé apprenti, à porter l'eau et à pétrir la glaise pour les anciens. Puis on a laissé modeler les oreilles, ces petites coquilles compliquées que l'on rate si souvent. Puis les mains, articulées, ouvertes ou refermées sur une arme de bronze que d'autres ateliers font à part. Et enfin les visages, le sommet du métier. Tu en as fait combien, maintenant? Tu ne sais plus. Des centaines, sûrement. Une foule d'hommes silencieux qui dort déjà sous la terre, alignés dans le noir des fosses, et qui t'attend, d'une certaine manière, comme on attend celui qui vous a donné un regard. Le soir tombe enfin. La lumière rougit, s'étire, puis s'éteint. On allume des lampes à huile dont les flammes tremblent dans les courants d'air, et leurs reflets dansent sur les rangées de têtes inachevées. C'est l'heure où l'atelier se vide, où les voix se taisent une à une. Tu finis de couvrir ton dernier soldat d'un linge humide pour que l'argile ne sèche pas trop vite pendant la nuit, et tu sors dans la fraîcheur du soir. Le ciel s'est constellé d'étoiles. Tu marches sur le sentier qui longe les fosses, et sous tes pas, sans que rien ne le montre à la surface, dorment des milliers de tes frères d'argile. Tu poses la main à plat sur le sol tiède. Tu imagines, dessous, ces visages que tu connais, ces moustaches que tu as séparées mèche à mèche, ces regards tournés vers l'est. Et tu te demandes, comme souvent le soir, ce qu'ils voient, eux, dans le noir. S'ils voient quelque chose. S'ils attendent. Cette nuit-là, tu rêves que tu marches vers le tertre. Et le rêve, tu le sais en rêvant, ressemble de façon troublante à un désir que tu n'oses pas t'avouer le jour. Tu voudrais comprendre. Tu voudrais savoir ce que tu protèges. Tu voudrais voir, ne serait-ce qu'une fois, le cœur de cette œuvre immense à laquelle tu donnes tes mains et tes années. Alors laisse le rêve te porter. Cette nuit, tu peux approcher. Te voici sur la grande allée qui mène au tertre. Le sol est dur, battu par le passage des chariots de pierre et des cohortes d'ouvriers. De chaque côté s'étendent des chantiers que tu ne soupçonnais pas, car le complexe funéraire de l'empereur est bien plus qu'une armée enterrée. C'est une ville entière pour les morts, une réplique d'empire conçue pour qu'au-delà du seuil, le souverain retrouve tout ce qu'il possédait dans la lumière. Il y a des fosses pour des chevaux véritables, sacrifiés et inhumés. Des fosses pour des oiseaux et des animaux rares, comme un parc et une ménagerie souterrain. Des figures d'acrobates et de musiciens au corps étonnamment vivant, comme si la cour elle-même devait continuer ses divertissements dans la nuit éternelle. Des bureaux d'argile, des écuries, des magasins. Tout un monde patiemment dupliqué. Tu avances. Le tertre grandit devant toi, masse sombre qui efface les étoiles à sa base. Il est si vaste qu'en t'approchant, tu cesses de le percevoir comme une colline et commences à le ressentir comme une présence. Des arbres en couvrent les flancs, et le vent, dedans, fait un bruit de mer lointaine. Tu sais qu'on a entassé là une quantité de terre que l'imagination peine à mesurer, et qu'au-dessous, profond, très profond, se trouve la chambre que nul vivant ne doit revoir. Il faut que tu comprennes pourquoi cet homme, le plus puissant qui ait jamais régné sur ces terres, a consacré une part démesurée de son règne à préparer sa propre mort. Qin Shi Huang ne voulait pas mourir. C'est le grand paradoxe de sa vie. Il a cherché l'immortalité avec la même énergie farouche qu'il avait mise à conquérir les royaumes. On raconte qu'il envoyait des expéditions sur les mers de l'Est à la recherche d'îles légendaires où pousseraient des herbes capables de prolonger la vie sans fin.
On raconte qu'il accueillait des hommes de l'art qui lui promettaient des élixirs, des breuvages, des recettes pour ne jamais s'éteindre. Il voyageait à travers son empire, gravissait les montagnes sacrées, faisait dresser des stèles à sa gloire, et toujours il guettait le secret qui le délivrerait de la mort. On raconte qu'il craignait tant la mort qu'il en était venu à dissimuler ses déplacements, à dormir dans des palais reliés par des passages couverts, pour que nul ne sût jamais où il reposait, comme si l'on pouvait échapper à la fin en se dérobant au regard. On raconte aussi qu'il prêtait l'oreille à des hommes que l'on nommait les maîtres des recettes, des sortes de devins et d'alchimistes qui lui promettaient des breuvages d'immortalité. Certains de ces breuvages, et c'est l'une des ironies cruelles de l'histoire, contenaient peut-être ce même mercure que les textes décrivent dans son tombeau. Car les anciens, dans plus d'une contrée du monde, ont cru que ce métal vif et brillant, parce qu'il semblait vivant, pouvait conférer la vie sans fin. Il se peut donc que l'empereur, en cherchant à ne pas mourir, ait absorbé ce qui le tuait à petite dose. On ne peut l'affirmer avec certitude, mais l'idée donne à réfléchir. Le même argent vif aurait hanté sa quête de la vie et sa demeure de mort. Et pourtant, dans le même temps, il faisait creuser ce tombeau colossal. Comme s'il marchait sur deux chemins à la fois. D'un côté, l'espoir fou de ne jamais mourir. De l'autre, la préparation minutieuse d'un royaume des morts à sa mesure, pour le cas, peut-être inavoué, où la mort viendrait quand même. C'est cette double quête qui donne à toute son entreprise sa couleur étrange, à la fois grandiose et désespérée. L'armée que tu façonnes, ce n'est pas seulement une garde. C'est le refus d'un homme de disparaître. C'est sa volonté de rester empereur même de l'autre côté du dernier seuil. Et il faut que tu mesures à quel point cet homme avait remodelé le monde des vivants avant de songer à celui des morts. Quand il monta sur le trône de son royaume, il n'était d'abord que le roi de Chine, l'un des États qui se disputaient la terre depuis si longtemps que plus personne ne se souvenait d'une vraie paix. On appelait cette ère le temps des royaumes combattants, et c'était un nom mérité, car les armées s'y affrontaient sans relâche, et les frontières changeaient au gré des batailles. Lui, patiemment, l'un après l'autre, a soumis ses royaumes rivaux, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun pour lui tenir tête. Et lorsque le dernier tomba, vers l'an 221 avant notre ère, il se trouva, pour la première fois, un seul homme à la tête de tout ce vaste pays. Mais conquérir n'est pas régner, et c'est là que son génie se révéla. Il voulut que cet empire fût un, non seulement par les armes, mais jusque dans les gestes les plus quotidiens de ses sujets. Alors il imposa une écriture unique, pour que les caractères tracés dans le nord se lisent à l'identique dans le sud, et que la pensée circule sans se perdre d'une province à l'autre. Il imposa une monnaie unique, ces pièces rondes percées d'un trou carré que l'on enfile sur un cordon, afin qu'un même argent écourt d'un bout à l'autre du pays. Il fit unifier les poids et les mesures, pour qu'un boisseau de grains pèse le même poids partout, et qu'un marchand ne soit plus trompé en passant de frontières qui n'existaient plus. On raconte même qu'il fit fixer l'écartement des essieux des chariots, pour que les roues s'inscrivent dans les mêmes ornières sur les grandes routes, et que rien ne ralentisse les échanges ni les troupes. Au nord, le long des marches où rôdaient les peuples des steppes, il fit relier et prolonger des murailles de terre élevées par les anciens royaumes, ébauchant cette longue ligne de défense qui, bien des siècles plus tard, deviendrait la grande muraille que le monde connaît. Des centaines de milliers d'hommes furent envoyés bâtir, terrasser, monter la garde. Tu connais, dans ta propre famille, le souvenir de ceux qui sont partis pour ces grands chantiers et qui ne sont pas revenus. Car le règne du premier empereur, il faut le dire sans détour, fut aussi un temps de labeur écrasant et de rigueur impitoyable. La grandeur de ce qu'il a bâti s'est payée en sueur et en vie, et le tombeau que tu protèges n'échappe pas à cette vérité. Des multitudes y ont peiné. Tu poses la main sur l'écorce d'un arbre du tertre. Elle est rugueuse, vivante. Au-dessus de toi, les feuilles bruissent. Et tu penses à tous ces ouvriers, ces dizaines de milliers d'hommes, dont on dit qu'ils ont travaillé des années à ce chantier. Des terrassiers, des charpentiers, des fondeurs, des sculpteurs comme toi, des artisans de 1000 métiers. Une montagne déplacée à force de bras. Une œuvre dont nul ne pouvait embrasser l'ensemble, tant elle était vaste, et que chacun bâtissait par fragments, sans en voir le tout. Le rêve t'entraîne. Tu redescends du tertre et tu reviens vers les fosses de l'armée. Mais cette fois, au lieu de marcher au-dessus, tu y descends. Tu te tiens maintenant dans le couloir d'une fosse, entre deux rangs de soldats. Ils te dépassent d'une tête. Ils sont là, immobiles,
dans l'odeur de terre et de bois des charpentes qui soutiennent le plafond. La lumière de ta lampe glisse sur eux, et leurs visages sortent un à un de l'ombre. Celui-ci a la bouche entr'ouverte, comme s'il allait parler. Celui-là fronce les sourcils. Cet archer agenouillé tient ses mains comme s'il bandait encore son arme, et tu vois, sur la semelle de sa botte relevée, jusqu'aux empreintes minuscules que l'artisan a tracées, les petites rainures d'une vraie semelle de cuir. Quel soin! Quelle obstination dans le détail, pour une œuvre destinée à l'obscurité, que personne, croyait-on, ne devait jamais revoir. Tu marches entre eux. Le silence ici est total, un silence de fond de terre, épais, qui semble peser sur tes épaules. Tu reconnais, sans en être sûr, certains visages. Ne serait-ce pas l'un des tiens, ce fantassin au front large et au regard lointain, celui qui avait l'air d'un homme qui a beaucoup marché? Tu t'arrêtes devant lui. Tu lèves ta lampe. Et pendant un instant, dans le tremblement de la flamme, tu jurerais que son regard croise le tien. Bien sûr, il ne bouge pas. Bien sûr, ce n'est que de l'argile, cuite et peinte, dressée dans le noir depuis des années. Mais il y a, dans cette armée silencieuse, quelque chose qui dépasse la matière. Chacun de ces hommes porte la marque d'une main humaine, d'une attention, d'un instant où quelqu'un, courbé sur un banc dans la lumière du matin, a décidé de la forme d'un sourcil, de la courbe d'une lèvre. Toute cette humanité accumulée, rang après rang, finit par former une présence dont le silence n'est pas vide. C'est un silence habité. Un silence qui veille. Tu lèves de nouveau ta lampe et tu regardes l'ordonnance de la troupe autour de toi. Rien n'est laissé au hasard. À l'avant se tiennent des rangées d'hommes sans armure, l'avant-garde, ceux qui les premiers recevraient le choc. Et derrière, le gros de l'infanterie, aligné dans de longs couloirs séparés par des murs de terre, encadrés par des chars que tiraient jadis des chevaux de bois et de terre cuite. Sur les flancs, des archers tournés vers l'extérieur, gardant les côtés. Tout est disposé comme une vraie armée en ordre de marche, figée à l'instant qui précède la bataille, attendant un ordre qui ne viendra jamais. Tu te déplaces dans cette formation comme on marche dans une pensée, et tu mesures l'esprit qui l'a conçu, non pas une foule de statues, mais une armée pensée jusque dans sa stratégie, prête à se déployer dans l'éternité. Et tu te souviens des couleurs. Car ces hommes, autour de toi, ne sont pas du gris terne que verront les siècles. Au moment où on les a descendus ici, ils flamboyaient. Des tuniques écarlates, des plastrons sombres lacés de rubans clairs, des visages couleur de vie, des yeux peints qui semblaient regarder. Toute la fosse, alors, devait ressembler à une troupe de chair surprise dans la pénombre. Tu sais déjà ce qu'il adviendra de cet éclat, et c'est l'une des mélancolies douces de ton métier. La couleur est là par la plus fragile de l'œuvre. Le jour lointain où des mains les ramèneront à la lumière, l'air sec mordra la peinture, la laque se rétractera, et en peu de temps les teintes s'envoleront, laissant la seule argile nue. Mais cette nuit, en rêve, tu as le privilège de les voir tels qu'ils furent, dans toute leur splendeur colorée, avant que le temps ne les dépouille. Tu poses ta lampe à terre. Tu t'assieds un instant, le dos contre un mur de la fosse, au milieu de tes soldats. L'air y est frais, immobile, chargé de l'odeur minérale de la terre profonde. Au-dessus, très loin, il y a la plaine, les champs, les étoiles. Ici, il n'y a que le calme, un calme si dense qu'il te semble pouvoir t'y allonger comme dans un lit. Tu écoutes le bruit de ton propre souffle, l'air qui entre, l'air qui ressort, et autour de toi ces milliers de présences patientes qui ne respirent pas, qui n'attendent rien, qui se tiennent là, simplement, dans la durée. Il y a, dans le fait de reposer ainsi entouré de gardiens silencieux, une étrange sécurité. Comme si rien, jamais, ne pouvait arriver de mal au cœur de cette armée. Tu poursuis ton chemin de rêve, et la fosse, sans transition, devient plus profonde, plus ancienne, et te ramène vers le centre interdit. Cinquième est le tombeau lui-même. Dans ton rêve, te voici au pied du tertre, là où la pente de terre s'enfonce vers ce que nul ne voit. Tu imagines la descente, les paliers, les couloirs étayés, et tout au fond, scellé, la chambre. Tu te tiens devant le seuil que la pensée seule peut franchir, car la main, elle, n'en a pas le droit. Il y a, à se tenir ainsi au bord d'un secret que l'on a choisi de ne pas percer, une émotion très particulière, faite à parts égales de désir et de respect. Tu pourrais vouloir savoir. Et en même temps, quelque chose en toi comprend qu'il est des portes qu'il vaut mieux laisser closes,
des silences qu'il serait dommage de rompre. Le tombeau, devant toi, est comme une question dont la beauté tient justement à ce qu'elle reste sans réponse. Maintenant, il faut que je te dise ce que personne ne sait vraiment. Car nous voici au cœur du mystère, et je veux te le présenter tel qu'il est, sans rien y ajouter de faux. Le grand tombeau, celui qui se trouve sous le tertre, la chambre où repose le premier empereur, n'a jamais été ouvert. Ni de son temps, ni dans les longs siècles qui ont suivi, ni à notre époque. Personne, à notre connaissance, n'a posé les yeux sur ce qu'il renferme depuis qu'on l'a scellé. Ce que nous croyons savoir vient presque tout entier d'une seule source. Un historien chinois de l'Antiquité, nommé Sima Qian, qui écrivait environ un siècle après la mort de l'empereur, a laissé une description de cet intérieur. Et c'est cette description, transmise à travers les âges, qui hante l'imagination de tous ceux qui se tiennent, comme toi cette nuit, au pied du tertre. Écoute ce qu'il rapporte, car le texte est d'une étrange beauté. Il raconte que l'on a creusé très profond, jusqu'à percer 3 nappes d'eau souterraines, et que l'on a coulé du bronze fondu pour faire le socle de la chambre. Il décrit des palais et des tours reproduits à l'intérieur, des objets précieux et des merveilles en grand nombre. Il parle d'artisans chargés de fabriquer des arbalètes et des traits disposés de telle sorte que quiconque tenterait de creuser pour entrer serait aussitôt frappé. Des pièges, donc, prêts à se déclencher dans le noir. Mais le détail qui saisit le plus l'esprit, celui que tu te répètes en t'approchant du tertre, est ailleurs. Sima Qian raconte qu'à l'intérieur de la chambre, on a représenté les 100 fleuves de l'Empire, le grand fleuve et les autres, ainsi que les mers, et que tout cela était fait de mercure. Du vif argent, ce métal liquide, brillant, mouvant, que l'on faisait, dit le texte, s'écouler et circuler par un mécanisme, afin que les fleuves coulent pour de bon et que les mers ondulent. Au-dessus, au plafond de la chambre, on aurait figuré les corps célestes, le ciel et ses astres. En bas, la géographie de l'Empire. En haut, la voûte des étoiles. Ainsi, sous la terre, l'empereur aurait reposé au centre d'un monde entier, un univers en réduction, avec ses fleuves d'argent vif qui murmurent et son ciel piqué de lumière, pour continuer de régner sur le cosmos comme il avait régné sur les vivants. Arrête-toi un instant sur cette image. Imagine cette chambre que personne n'a vue. Le noir absolu, total, depuis plus de 2000 ans. Et dans ce noir, peut-être, des rivières de métal qui brillent faiblement, des mers immobiles de mercure, un plafond constellé qui ne reçoit plus jamais de regard. Un firmament enseveli. Un monde scellé qui tourne sur lui-même dans le silence le plus complet que l'on puisse concevoir. C'est une image qui donne le vertige, et c'est aussi, il faut le redire, le récit d'un homme qui écrivait un siècle après les faits, et qui n'avait sans doute pas vu de ses yeux ce qu'il décrivait. Alors voici la question qui flotte dans la nuit, au-dessus du tertre. Tout cela est-il vrai? Ou n'est-ce qu'une légende magnifique, brodée par les siècles autour d'une tombe inviolée? La réponse, et c'est ce qui rend cette histoire si troublante, n'est pas tout à fait une légende. Car bien des siècles plus tard, à notre époque, des chercheurs ont voulu sonder le tertre sans l'ouvrir. Sans creuser, sans risquer d'abîmer ce qu'il contient ni de déclencher quoi que ce soit, ils ont prélevé des échantillons du sol, en surface et un peu en profondeur, sur le tertre et tout autour. Et ils ont mesuré, dans ces échantillons, les teneurs en mercure. Le résultat est l'un de ces faits qui font frissonner. Au-dessus et au cœur du tertre, les taux de mercure se sont révélés bien plus élevés que dans les terres environnantes. A normal mental leaves. Comme si, depuis les profondeurs scellées, une grande masse de mercure exhalait, depuis des siècles, des vapeurs qui imprègnent peu à peu la terre au-dessus d'elle. Cela ne prouve pas, à soi seul, que des fleuves d'argent vif coulent dans la chambre. Mais cela tend à corroborer le récit antique. Cela suggère qu'au fond de cette obscurité, il y a réellement du mercure, en quantité, et que Sima Qian, sur ce point au moins, ne brodait peut-être pas tant que cela. La légende et la mesure se sont rejointes, et c'est rare, et c'est beau, et c'est inquiétant. Voilà pourquoi nul n'ose ouvrir le tombeau. Plusieurs raisons se mêlent, et toutes méritent d'être dites avec honnêteté. La première est la prudence du conservateur. Tu te souviens des couleurs vives dont on peint les soldats à l'atelier, et de ce que les anciens t'ont appris. La peinture est plus fragile que la terre. Lorsque les premières statues ont été remises au jour, à notre époque, on a constaté que leurs couleurs, restées vives dans le sol pendant des siècles,
s'écaillaient et disparaissaient en très peu de temps au contact de l'air sec. La laque qui fixait les pigments se rétractait et se soulevait dès qu'elle séchait, emportant la couleur. En quelques instants, parfois, l'éclat de 2000 ans s'en allait. Ce drame silencieux a appris la patience aux gardiens du site. Ouvrir le grand tombeau aujourd'hui, sans savoir le préserver, pourrait détruire à jamais ce que l'on prétendrait sauver. Mieux vaut attendre, disent les sages, que les techniques soient assez sûres pour ne rien perdre. La deuxième raison est ce mercure même. Si la chambre contient vraiment des masses de ce métal, l'ouvrir serait dangereux, car ses vapeurs sont un poison. On n'entre pas à la légère dans une pièce close depuis 2 millénaires si elle est emplie d'un brouillard invisible et toxique. Et il y a une troisième raison, plus difficile à nommer, qui tient du respect et peut-être de la crainte. C'est la tombe d'un homme. C'est le centre d'un complexe sacré, conçu pour ne jamais être troublé. Certains pensent qu'il y a une forme de sagesse, ou de simple décence, à laisser dormir le premier empereur dans le monde qu'il s'est bâti, plutôt que de forcer la porte de son éternité par curiosité. Alors le tertre demeure. Cinquième, planté d'arbres, parcouru par le vent, il ressemble à une colline ordinaire pour qui ne sait pas. Et dessous, scellé, intact, attend un monde dont nous ne connaissons que le récit d'un seul homme et le murmure du mercure dans la terre. Tu te tiens là, en rêve, au pied de cette masse silencieuse. Tu pourrais presque croire entendre, très loin sous tes pieds, le glissement infime d'un fleuve d'argent qui n'a cessé de couler dans le noir. Ce n'est sans doute que le vent dans les feuilles. Mais le rêve te permet d'y croire un instant, et tu fermes les yeux, et tu écoutes ce silence chargé d'un secret que personne ne viendra rompre cette nuit. Il faut que je te raconte, maintenant, comment ce monde enseveli est revenu à la lumière, car cette part de l'histoire est bien réelle, et elle a quelque chose d'humble et de bouleversant. Pendant des siècles, l'armée a dormi sans que personne ne sache qu'elle était là. Les fosses s'étaient effondrées, le bois des charpentes avait pourri, la terre avait tout recouvert. Au-dessus poussaient des champs, des grenadiers, des kakis. Les paysans labouraient, semaient, récoltaient, génération après génération, sans se douter qu'à quelques pas sous leurs pieds veillait une multitude de soldats d'argile. Le tertre, lui, restait visible, mais on en avait oublié l'exacte signification. Ce n'était plus qu'une grande colline ancienne au bord des champs. Puis vint une année que l'on peut nommer avec certitude, 1974, à notre époque. C'était une année de sécheresse dans la région. Des paysans d'un village voisin du tertre creusaient un puits pour trouver de l'eau. Ils enfonçaient leurs outils dans le leuze jaune, descendant de plus en plus profond, quand soudain leurs pelles ont buté sur quelque chose de dur. Ils ont d'abord cru à de la poterie ordinaire, à quelques vieux fours enfouis. Ils ont dégagé des fragments d'argile cuite, des morceaux d'un corps, une tête. Une tête d'homme grandeur nature, surgit de la terre, le regard tourné vers eux après 2000 ans d'obscurité. Imagine la scène. Le soleil dur, la poussière, le puits à demi creusé, et ces hommes simples, penchés sur des morceaux d'un guerrier de terre cuite qu'ils ne comprennent pas. Ils ne pouvaient pas savoir, en cet instant, qu'ils venaient d'effleurer du doigt l'une des plus grandes découvertes de l'archéologie de tous les temps. Que sous le champ où ils cherchaient de l'eau dormaient des milliers de soldats. Que leur puits venait de percer le plafond effondré d'une fosse oubliée, et de réveiller l'armée du premier empereur. C'est ainsi, par hasard, par la main de quelques paysans en quête d'eau, que tout a recommencé. Les fouilles qui ont suivi ont mis au jour, peu à peu, fosse après fosse, ce que tu façonnes cette nuit dans ton rêve d'artisan. Des rangées entières de fantassins. Des chars. Des archers. Des chevaux. Des officiers. Tout un ordre de bataille reconstitué sous les abris que l'on a bâtis pour les protéger. Et le monde, en l'apprenant, est resté sans voix. Depuis ce jour, le lieu n'a cessé de livrer ses merveilles. On a bâti, au-dessus des fosses, de vastes halls qui protègent l'armée des intempéries, et l'on vient aujourd'hui du monde entier la contempler. Des foules immenses défilent le long des balustrades, contemplant ces rangées de soldats que des mains comme les tiennes ont façonnés un par un. Les fouilles, elles, se poursuivent avec une lenteur voulue, prudente, car chaque coup de pinceau, chaque fragment dégagé, demande des précautions infinies. On a appris à protéger la couleur quand on la retrouve, à la fixer avant qu'elle ne s'envole, on a retrouvé des armes de bronze restées tranchantes, des chars, des oiseaux de bronze le long d'un cours d'eau souterrain, des fonctionnaires d'argile, des acrobates.
Et toujours, dressé à l'écart, intact, le tertre du tombeau que l'on n'ouvre pas. Le mystère central, lui, demeure entier, comme un cœur que l'on a décidé de laisser battre dans le noir. Il y a, dans cette rencontre entre le geste le plus humble, creuser un puits, et la chose la plus grandiose, exhumer une armée d'empereurs, quelque chose qui ressemble à toute l'histoire humaine en raccourci. Les empires passent, les souverains qui se voulaient immortels s'éteignent, leurs œuvres s'enfoncent dans l'oubli et la terre. Et puis un jour, des mains ordinaires, sans le chercher, rendent tout cela à la lumière. Ce ne sont pas les puissants qui ont retrouvé l'armée. Ce sont des paysans assoiffés. Reviens, maintenant, à ta place d'artisan. Le rêve te ramène à ton banc, à la lumière du matin, à la tête sans regard qui attend sur la table. Tu as marché vers le tertre, tu es descendu parmi les soldats, tu as effleuré le mystère du tombeau, et tu reviens à ce qui est ta seule vérité, tes mains, l'argile, et le visage que tu dois donner. Et tu te demandes, en reprenant la glaise, ce que tu fais réellement, jour après jour. Tu ne construis pas seulement une armée pour protéger un mort. Tu fais quelque chose que tu ne soupçonnes pas, et que seuls les siècles révéleront. Tu fabriques, sans le savoir, un message. Chaque visage que tu modèles, avec son grain, son expression, son détail, est un mot adressé à des gens que tu ne peux pas imaginer, des hommes et des femmes qui vivront dans plus de 2000 ans, et qui se pencheront sur ton œuvre avec un émerveillement que tu n'imagines pas. Tu crois travailler pour l'empereur. En vérité, tu travailles pour eux. Pour ce regard lointain qui se posera un jour sur le front large de ton fantassin et qui se demandera, comme tu te le demandes ce matin, qu'il a bien pu être. Car voilà ce que ton œuvre a réussi, et que l'empereur, lui, a manqué. Il a cherché l'immortalité dans des élixirs et des îles légendaires, et il est mort comme meurent tous les hommes, autour de la cinquantaine, au cours d'un de ses grands voyages à travers l'Empire. Aucune herbe ne l'a sauvé. Aucun breuvage. La mort qu'il refusait est venue. Et pourtant, d'une certaine manière, il a obtenu une forme d'éternité, mais pas celle qu'il cherchait. Il survit non parce qu'il a vaincu la mort, mais parce que des artisans comme toi ont façonné, autour de lui, une œuvre que le temps n'a pas pu effacer tout à fait. Son immortalité, il la doit à la terre cuite, pas aux élixirs. À tes mains, pas à ses sorciers. Et tu songes, en y repensant, que de toi-même, l'artisan, l'histoire n'a presque rien retenu. Ton nom ne sera pas gravé. On ne saura pas que c'est toi qui as donné ce front large, ce regard lointain, cette moustache séparée mèche à mèche. Comme les milliers d'ouvriers du tertre, comme les fourniers des grands feux et les fondeurs de bronze, tu disparaîtras dans l'anonymat de ceux qui font les grandes choses sans qu'on retienne leur visage. Et pourtant, ce que tes mains ont touché, des yeux humains le contempleront dans 2000 ans, et ils s'émerveilleront. Il y a là une forme de paix très douce, si tu y penses. Tu n'as pas besoin qu'on se souvienne de ton nom pour que ton geste compte. Le soin que tu mets dans l'argile, ce soir, suffit. Il se suffit à lui-même. Il traversera les âges sans toi, et c'est très bien ainsi. Tu lisses le front du nouveau soldat. Tu creuses les orbites. Tu marques les pommettes. Le geste est le même que ce matin, le même que 1000 matins avant celui-ci. Mais il te semble, à présent, chargé d'un sens plus vaste. Tu n'as plus tout à fait l'impression de modeler de la boue. Tu as l'impression de parler, en silence, à travers les âges. Et cette pensée, contre toute attente, t'apaise. Elle adoucit la fatigue de tes épaules et la raideur de tes doigts. Tu travailles plus calme, et ton souffle ralentit, et le va-et-vient de tes mains dans l'argile devient une berceuse que tu te chantes à toi-même. Dehors, le jour décline une fois encore. La lumière vire au miel, puis au cuivre, puis à la cendre. On allume les lampes. Les voix se taisent. Et toi, tu poses ton outil, tu couvres ton soldat d'un linge mouillé, et tu sais qu'il dormira cette nuit sous la table, à l'abri, jusqu'à ce que tu reviennes lui donner ses derniers traits. Avant de quitter l'atelier, tu t'attardes un instant. Tu regardes les rangées de têtes inachevées, ces dizaines de visages à moitié nés qui flottent dans la pénombre dorée des lampes. Demain, certains recevront un regard. D'autres attendront. Et au-delà des murs, dans les fosses, sous la terre tiède, l'armée que vous avez déjà faite veille en silence, le visage tourné vers l'est, attendant un ennemi qui ne viendra jamais et une aube qui ne se lèvera pas avant 2000 ans. Pense, une dernière fois,
à tout ce que tu as traversé cette nuit. Tu as senti l'argile fraîche sous tes paumes au lever du jour. Tu as donné un visage à un homme qui n'existait pas. Tu as compris l'histoire d'un empereur qui unifiait un monde et qui refusa de mourir, et tu as marché dans son armée enterrée, parmi des milliers de gardiens silencieux. Tu t'es approché du tertre interdit, et tu as écouté la légende des fleuves de Mercure et du ciel d'étoiles, cette chambre que personne n'a jamais ouverte et que le Mercure réel, dans la terre, semble en partie confirmer. Tu as vu revenir à la lumière, par la main de paysans cherchant de l'eau, ce que les siècles avaient enseveli. Et tu as fini par comprendre que l'immortalité véritable n'était pas dans les élixirs du souverain, mais dans la patience humble de tes propres mains. Il y a, dans toute cette histoire, une leçon très douce que tu peux emporter dans ton sommeil. Les choses les plus précieuses se préparent sans hâte, à l'abri des regards, et le temps, qui défait tant de choses, en préserve parfois quelques-unes au-delà de toute espérance. Ce que tu fais avec soin, même dans l'ombre, même sans en voir la fin, peut durer bien plus longtemps que toi. L'empereur l'a appris malgré lui. L'artisan, toi, tu peux t'endormir en le sachant. Le tertre, là-bas, garde son secret. La chambre scellée garde son ciel et ses fleuves d'argent dans une nuit que rien ne viendra troubler. L'armée garde sa faction patiente sous la plaine. Et toi, tu peux enfin déposer tes outils, défaire la fatigue du jour, et laisser le silence de la terre te recouvrir comme un linge doux. Tout est calme à présent. L'argile repose. Les visages attendent l'aube. Et la grande colline veille sur ses morts, immobile sous les étoiles. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.